Bernadette Chirac, bonjour. Bonjour. Merci de cet entretien. Vous partagez avec Jacques Chirac une expérience historique unique, 2 mandats présidentiels, la mairie de Paris. Le temps est passé comment? Ce sont des temps où je ne vous cacherai pas que la carrière, avec tout ce qu'elle suppose au point de vue quantité de travail, au point de vue conviction qu'il faut accomplir tel et tel travail, parler du maire dans la ville de Paris et ensuite comme ministre et à des postes différents. C'est une et vie, Premier pardon, ministre. c'est une vie consacrée au travail. C'est comme ça, c'est venu comme ça. Je n'avais pas du tout pensé. Quand j'ai rencontré mon mari à Sciences Po, nous étions dans la même conférence de première année et je voyais qu'il agitait beaucoup ses pieds sous la table et c'était un carré comme ça, c'est d'ailleurs toujours comme ça. Je me disais, ce garçon-là, je ne connaissais absolument pas. Il doit ou boire beaucoup de café ou alors se droguer parce que agiter les jambes comme ça à toute vitesse, et puis il est grand, c'était un peu impressionnant. Ça, c'est l'activité débordante. Au fond, il a toujours eu besoin d'avoir une grande activité. Bon, la clé de cette carrière, c'est Georges Pompidou. Mon mari est remarqué à sa sortie de Sciences Po par certains professeurs, par exemple, et intellectuels, qui disent qu'il y a une place au secrétariat général du gouvernement où il faudrait quelqu'un qui sache écrire. Alors, mon mari s'est précipité, bien entendu, et là, Georges Pompidou a remarqué toujours ce grand garçon qui était au fond de la salle, qui prenait des notes certainement très précises. Il a demandé à le recevoir, à le connaître davantage, et tout commence là. Les photos de vous, jeunes, sont très impressionnantes. Vous êtes très beaux, tous les deux. Ils dégagent une énergie qui était vraiment hors norme, presque... Oui, c'était foudre de guerre. Hein. D'ailleurs, dès qu'il a commencé, dès qu'il a été élu député, et donc il s'est dit, maintenant, Georges Pompidou me l'a demandé, il est évident que c'est une carrière politique qui m'attend. À quel niveau, ça, il ne pensait pas à ça. Il était député du Limousin, il en était de la Corrèze, il en était déjà très fier. Mais en effet, pour faire accomplir ce genre de travail dans une région déjà lointaine, il y a 500 km, il conduisait lui-même sa voiture, il roulait de nuit pour ne pas perdre de temps, parce que Georges Pompidou l'attendait le lundi matin pour la réunion de cabinet. Donc il roulait la nuit pour y aller et pour revenir, et il consacrait entièrement son samedi et son dimanche au travail d'un parlementaire, d'un député. Alors dans tout ça, ce n'était pas très facile pour la vie de famille, mais je m'en suis arrangée quand même. Votre couple a marqué plusieurs générations. Quel rapport vous aviez? On peut dire que vous étiez mari et femme, bien sûr, complices. C'est-à-dire que c'est assez curieux. Je ne voulais pas... je voyais autour de moi, puis du côté de maman, il y a une famille très très nombreuse aussi. Et vous savez, il y a ceux qui ne travaillent pas assez dans la vie, il y a ceux qui travaillent trop sûrement, et il y a ceux qui ne réussissent pas, malheureusement, et qui sont pourtant très méritants et très vertueux. Moi, je voulais construire avec mon mari quelque chose d'un peu exceptionnel. Quand j'ai vu qu'il allait se lancer en politique, je me suis dit, j'ai rien d'autre à faire que de l'aider. Et Georges Pompidou, le soir de son premier meeting à Ussel, pour son élection de député, nous avons raccompagné Georges Pompidou à l'hélicoptère qui le remmenait je ne sais où, et il m'a dit, ma petite fille, faites attention de ne pas être écrasée par le bulldozer. C'est une phrase que vous connaissez peut-être, qui est beaucoup sortie dans la presse. Et c'est vrai que d'une certaine façon, c'était un bulldozer, il fallait le supporter quand même. Il fallait avoir une bonne santé, une énergie, qu'il communiquait à tous ceux qui étaient autour de lui. Et puis, il ne fallait pas... c'était très bien d'avoir 2 enfants, j'étais obligée de m'en occuper moi-même toute seule, parce que lui n'avait pas le temps. Helmut Kohl a fait un très beau portrait de votre mari, comme homme d'État, mais aussi portrait privé. Il était frappé par sa voracité, la charcuterie au petit déjeuner, les casse-croûtes. Ah oui, et puis il faisait exprès de commander des repas dans des restaurants. Ça, mon mari me le racontait en rentrant.
dans des restaurants où vraiment personne en France ne peut manger une telle quantité de nourriture. Et des choses farcies, et des choses très lourdes, vous voyez, des pâtes à peine cuites. En Corrèze, on appelle ça le petit farci. Enfin, il fallait qu'il ait une très très bonne santé. Ça, c'est l'appétit de la vie, hein, de la vie en général. Oui, mais c'est l'appétit aussi de pouvoir ingurgiter des repas aussi importants et dans des pays très différents. C'est un tout. Il était à la fois une sorte d'ogre, mais c'était aussi un ogre pour le travail. Les difficultés de la famille, la maladie de votre fille, ça a beaucoup compté, ça a changé. Ça nous a évidemment tous les deux un peu broyés, hein, surtout qu'elle a été à l'article de la mort plusieurs fois, et lui-même, ça l'a beaucoup tellement attristé que les difficultés de sa carrière, de son travail, était lourde à porter. Moi, j'étais la mère, j'étais faite pour soigner ma fille et en espérant qu'elle survivrait. Bien sûr, ce sont des maladies épouvantables. Vous savez, elle a eu une méningite pour commencer. Il y a des tas de gens qui racontent des tas d'histoires. Il a eu une très très mauvaise méningite à virus qu'elle a attrapée en Corse, probablement en faisant de la plongée sous-marine. Et en Corse, il y avait des médecins un petit peu en dessous du niveau de ce qu'on aurait pu souhaiter. Ils étaient sûrs qu'elle avait une poliomyélite. Enfin, je me suis beaucoup battue avec eux. Puis finalement, en 48 heures, j'ai prévenu mon mari qui était en Corrèze. Il est venu avec un avion militaire. Il l'a remonté sur Paris et là, elle est entrée à la Salpêtrière. Beaucoup de gens qui présentaient Jacques Chirac comme un homme très à droite au début de sa carrière ont découvert un homme centriste sur bien des points, qui avait une fibre sociale. Ça a compté, ça aussi. Il s'est raccroché incontestablement, peut-être même inconsciemment, aux racines radicales socialistes de sa famille paternelle. Puisque, alors, mon mari appartient à une famille d'enseignants. Ce qui compte beaucoup, je l'ai remarqué en observant les parlementaires depuis que j'ai suivi la carrière de mon mari, appartenir à une famille d'enseignants, ça donne des facilités pour travailler soi-même et pour avoir l'acharnement et le goût de la vérité et aussi le souhait d'apporter aux gens qui vous élisent, qui vous ont élus, ou qu'on cherche désespérément, on cherche à avoir leur confiance, ça a apporté une conviction, ça apporte une conviction. On a dit que c'était un tueur politique, c'est vrai? Non. Écoutez, monsieur, quand on veut avancer, parlons que de la politique, quand on veut avancer, quand on veut, sans pour autant avoir un comportement d'une grande méchanceté, d'une grande cruauté, on est obligé d'écarter les rivaux ou ceux qui pourraient tenter de faire le même parcours. Non, c'est quelqu'un de très bon, qui a été très bon. Il était connu, par exemple, quand il était à l'Élysée. Beaucoup de ses amis étaient stupéfaits parce que quand il y avait quelqu'un, soit dans le personnel, soit dans les gens que nous connaissions, qui était hospitalisé, il faisait lui-même le numéro de l'hôpital et il demandait à parler aux fonctionnaires, aux collègues qui étaient en mauvais état. La chaleur humaine de Jacques Chirac dont vous parlez, j'ai souvenir de témoignages de gens, de malades, qui disaient le fait qu'il avait cet art de toucher qui comptait. Oui, mais ça compte la main. Les gens qui ne vous donnent jamais la main, c'est un peu suspect. La légende des doigts qui avaient des sparadraps tellement ils serraient de main, c'est vrai? Non, des doigts, non. Ce qu'il a eu, c'est qu'on a été obligé d'enlever l'alliance et de l'agrandir, parce que c'était tellement gonflé des deux côtés, on arrivait à la limite du supportable. Et vous savez, il y a des femmes surtout qui ont des mains de fer. Elles ont des mains, je parle des campagnes électorales, bien plus dures à serrer que celles des messieurs. C'est curieux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui restera de Jacques Chirac? Ça, je ne sais pas. J'espère qu'il restera des choses, parce qu'il le mérite. Il le mérite, et notamment à Paris, il a quand même pris l'initiative de ce musée du Quai Branly, vous savez, des arts premiers,
dont il est très fier. Cette passion pour les cultures Oui. différentes de l'Occident, Oui. c'était vraiment une chose qui comptait énormément pour lui. Oui, parce que je crois qu'il a été très jeune, peut-être son adolescence, peut-être dès l'âge de 12, 13, 14 ans, il est déjà passionné par ces arts, par ces civilisations. Je l'ai vu dans sa bibliothèque, les ouvrages qu'il avait déjà. Qu'est-ce qui vous a séduit en lui la première fois? Non, rien du tout, parce que je vais vous dire, je vous ai raconté l'histoire des jambes. Bon, moi j'étais en face, et j'avais un très 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 bon ami qui malheureusement est décédé, qui était en 3e année, et qui portait un grand nom de France, et que je connaissais pas du tout à Sciences Po, par ailleurs. Et il m'avait dit, tu es très timide. Alors, je te donne un conseil. On avait 2 conférences de méthode en première année, c'est d'ailleurs, je crois, toujours la même chose, une d'histoire et une de droit constitutionnel. Alors, il m'avait dit, c'est très simple, moi, on fera tes exposés tous les 2, en fait, je les ferai, et on les répétera, etc. Un truc, première conférence, il donne les sujets, il donne le premier sujet, tu lèves le doigt et tu prends le premier sujet. Conférence d'histoire, même chose, c'est la même méthode, je donne les sujets d'histoire, tu lèves le doigt et tu prends le premier sujet. Et mon mari s'est complètement trompé sur moi, il l'a dit après, parce qu'il s'est dit quand même, cette fille a un culot incroyable. Et mon mari s'est dit, cette fille-là, c'est une fille qui veut travailler, qui veut faire quelque chose de sa vie. Et il m'a dit, mademoiselle, en bibliothèque, je vais constituer un petit groupe de travail qui se réunira une fois par semaine chez mes parents rue de Seine. Est-ce que vous voulez en faire partie? Alors je lui ai dit, monsieur, ça mérite réflexion. Et puis finalement, vous voyez où je suis arrivée. Ouais. Votre marque de fabrique, c'est la franchise. Votre livre Conversation a été un succès inouï. Vous avez toujours tout dit. J'ai dit beaucoup de choses, en tout cas, de ma vie privée, de la souffrance justement occasionnée par la maladie de ma fille aînée, même du comportement de mon mari. Vous savez, bon, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas moi qui le dis. Il était grand, il était quand même beau garçon, il était très intelligent, et je peux dire que le hall de Sciences Po, c'était entre les cours, c'était un essaim d'abeilles qui tournait autour de lui, à celle qui gagnera, je ne sais pas, de passer un moment chez Basile, qui existe toujours d'ailleurs, le café en face. Oui, il avait beaucoup de succès féminin. Vous lui en avez voulu? Non, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? On regarde comment ça se passe quand même au début. Et puis après, ben, on juge si ça en vaut la peine ou non. Votre curiosité touche beaucoup les gens. Je me rappelle vous avoir entendu parler de votre visite chez Élisabeth II et la curiosité que vous aviez de voir les tableaux, même la nuit, de rester éveillé pour voir. À Windsor, oui. C'est le duc d'Édimbourg il m'avait logé dans la chambre dite chambre de la reine Victoria. Et je crois que j'ai pas dormi tellement il y avait des tableaux partout, des Turner, toutes les écoles de peinture. Et puis alors après, c'est la grande galerie où il y a tous les peintres français. Ils ont énormément de choses, les Anglais. Et je dormais dans cette chambre et dans des draps d'une finesse comme on les brodait sans doute il y a 100 ans, avec l'immense couronne royale sur le dessus. Alors je n'avais pas du tout l'intention d'éteindre la lumière. J'ai réfléchi à beaucoup de choses à ce moment-là. Et mon mari, qui respectait quand même mon plaisir d'être dans cette chambre, était dans une toute petite chambre à côté, avec une toute petite baignoire dans laquelle il n'a pas pu entrer. Vous savez, une baignoire sabot. Aujourd'hui, qui succédera à Jacques Chirac à droite? Qui peut être le champion de la droite? C'est impossible de le dire. Vous savez, regardez, nous avons un petit peu parlé des débuts de mon mari. Tout d'un coup, un jeune se révèle et un chef qui mérite d'être un patron. Vous êtes une femme politique parce que vous avez observé des choses au sommet de l'État, mais aussi dans les cantons, dans les arrondissements. Il y a peu de gens qui ont cette double expérience. Et ça m'a beaucoup servi. J'ai pris plaisir, je l'ai fait d'abord pour aider mon mari. Et puis surtout, parce que mon mari a eu un terrible accident de voiture. Il a dérapé sur le verglas à l'entrée du sel. Et bon, c'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. La fracture du fémur a été jusqu'à l'artère fémorale. Et il était à l'hôpital, était plusieurs mois à l'hôpital. Et alors, qui sont devenus après ça mes collègues, les autres conseillers généraux, lui téléphonaient tout le temps et lui disaient « Alors, comment vas-tu ? Tu n'as pas trop mal, non ?»
Dis donc, tu as pensé au canton de Corrèze, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous dites que Sarkozy pourra revenir. Oui. Et il sera Et réélu. il le faut. Hein. Il le faut, il sait qu'il peut compter sur non seulement mon appui, mais mon militantisme. Sarkozy, en d'autres temps, a été un traître de votre mari, on peut dire ça? Quoi? Un traître à votre mari. Vous ne l'avez jamais vécu comme ça? Non. Et je ne veux pas qu'on dise ça. Il était tout jeune, quand mon mari était déjà donc député, et même c'est lui qui a créé ce parti politique, le RPR, et Sarkozy, qui était tout jeune, a tout de suite adhéré. Et mon mari, il y a des images à la télévision, on voit qu'ils sont tous les deux avec d'autres dans un meeting, et il dit à Nicolas, Nicolas, prends le micro et dis-nous quelques paroles sur ce que je viens d'expliquer sur l'avenir du RPR. Il a parlé avec une facilité. Je vous dis, il avait les cheveux, on aurait dit un petit mouton. Bon, en politique, il y a forcément des moments difficiles. Il y a des rivalités, d'entourage, qui ne sont pas toujours exactement ce qu'on pourrait souhaiter, mais je n'accepte pas le terme que vous venez d'utiliser. Et je peux vous dire qu'il a été pour moi d'une gentillesse, d'une bonté même. Parce que j'ai eu des moments difficiles. Quand mon mari a pris sa retraite, j'ai eu des moments difficiles que tout le monde peut imaginer. Il a eu un procès, comme vous savez, dont j'ai beaucoup souffert. Et j'allais le voir quand j'avais vraiment besoin de quelqu'un en qui j'avais totalement confiance et qui connaissait bien la vie politique, et c'était évidemment le cas. Il me disait, à telle heure, vous venez et on va parler une demi-heure, ou au contraire, demain matin, etc. Et il s'est comporté avec moi comme il l'aurait fait avec sa mère. La santé de Jacques Chirac, vous parlez de la retraite, quand on a été quelqu'un de tellement actif, ça a été quelque chose de déchirant de le voir diminuer. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui est très optimiste de nature, et il considère qu'on n'est pas malade. Tout ça est très nouveau dans une vie comme la sienne, qui a été une vie de, qu'est-ce qu'on va dire, de marathonien. Mais il me dit, mais je ne suis pas malade, je peux descendre très facilement l'escalier. Nous habitons Quai Voltaire dans un grand immeuble, il faut qu'il prenne l'ascenseur. Sans ça, ce qui prouve que, ou il ne se rend pas compte, et tant mieux, à quel point sa vie a changé du fait on va dire, des séquelles de l'AVC qu'il a fait 2 ans avant sa retraite. Vous savez qu'il a fait une hémorragie cérébrale. Ou il ne se rend pas compte, ou, ce que je crois aussi, c'est qu'on n'est pas malade. Mon beau-père était comme ça. On n'est pas malade, on tient le coup. Et vous êtes comme ça aussi, j'imagine? Non. Parce que les femmes sont différentes quand même. Hein. Les femmes sont quand même pas faites comme les hommes. Vous avez une réputation de tenue. Par exemple, j'avais très peur de vous. Oh. Moi, j'avais peur de vous. L'expérience vous a appris quoi? Peut-être un peu l'humilité, parce qu'en politique, c'est rare. Les hommes politiques, en général, sont très contents d'eux. Et c'en est ridicule. Donc, parfois, je me suis bien amusée d'assister à certains spectacles ou d'entendre, même à la radio, certaines remarques. L'humilité et puis, on va dire, l'honnêteté intellectuelle, la franchise. Vous dites « je me suis amusé », c'est l'impression que vous donnez souvent, observer, la Oui, curiosité. il faut rire un peu. On ne peut pas toujours avoir une tête, un visage sinistre. Et vous savez, malheureusement, j'arrive à un âge où je vais beaucoup dans les enterrements. Puis quand on est élu local, c'est très important les enterrements. Vous êtes catholique, pratiquante, la vision de la maladie, de la mort, ça change quelque chose? On le supporte mieux ou ça ne change rien? Alors, la maladie, ça fait peur, je crois. Quel est l'individu, qu'il soit croyant ou pas, qui vous dira qu'il n'a pas peur de la maladie? Ça, c'est une peur qui est tout à fait compréhensible et qui, je crois, habite chaque individu. Même quand il dit qu'il a peur de rien, c'est une phrase presque infantile.
La mort, oui, la mort, oui, j'y pense souvent, que voulez-vous. Quand on arrive à mon âge, il y a 30 ans que je suis élu, je vous le répète, j'ai essayé de faire beaucoup de choses, et c'est vrai que ça aide aussi beaucoup d'être croyant et d'être pratiquant. Mais on se dit, après, qu'est-ce qu'il y aura? Tout le monde a en mémoire l'image où vous êtes dans la voiture, vous traversez Paris au moment de la première élection. À quoi on pense dans un moment pareil? Ah ben, il y a un moment de fierté. Vous savez, c'est quand même, c'est très émouvant, hein, quand vous voyez la place de la Concorde noire de monde. Mon mari s'est rendu avenue d'Iéna, où était son QG de campagne, et la place d'Iéna, tout ça, c'était noir de monde. Les journaux publient souvent cette photo, comme il était très grand, où il est monté sur le balcon. Ça me donnait d'ailleurs horriblement le vertige. Il n'est pas loin de tomber. Hein. Horriblement le vertige, avec une grille qui arrivait ici. Et moi, qui ai un vertige maladif, je n'ai pas essayé de monter, mais j'ai essayé de faire mon petit signe de mon côté. Non, ce sont des moments exceptionnels. Pour tout vous dire, oui, j'étais très fière, ça, j'étais très fière. Et puis je me disais quand même, parce que 2 des sœurs de mon père ont épousé les 2 frères Panhard. Alors, bon, papa n'avait pas fait une guerre, il a été 5 ans captif d'abord, hein, en captivité, perdu un frère, chef de réseau de résistance dans les Alpes, en déportation, bien entendu. Et j'avais un peu un sentiment, j'avais beaucoup d'amis qui avaient une vie plus facile, comment vous dire, il fallait que je prenne ma revanche. Et c'est un petit peu ça qui m'a habité toute ma vie, prendre ma revanche. Et puis, vous savez, mon mari n'est pas commode tous les jours. Quand il déjeune avec moi, même maintenant qu'il a pris sa retraite, parce que moi, par contre, je continue mes activités avec ardeur, il me dit, bah, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Il n'attend pas la réponse et il me dit, rien, comme d'habitude. Voilà l'homme. Alors, quand vous avez un homme comme ça, vous vous dites, bon, il y a intérêt à prouver le contraire. Votre vouvoiement avec Jacques Chirac a beaucoup fasciné. Ah, vous oui, êtes toujours oui. vouvoyé, toujours. Ah oui, mais les Courcelles se vouvoient. C'est une tradition familiale, ça. Dans l'intimité, il vous tutoie. Peut-être aussi parce que nous avons beaucoup été élevés par une Anglaise, alors ça a dû jouer son rôle aussi. Jamais vous ne vous êtes tutoyé avec Jacques Chirac? Ah, je le lui interdis. Quand il veut me mettre de mauvaise humeur, il me tutoie, tous ses amis se mettent à rire, parce qu'ils savent très bien, c'est la chose qui m'agace. Non, écoutez, il faut rester fidèle à ses traditions. Son langage un peu vert, qui a contribué à le rendre très populaire, il y a des expressions que je n'ose même pas répéter devant vous. Ça vous a amusé, ça vous a irrité parfois? Bah, il était comme ça, vous savez. Une fois qu'on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Merci Madame Chirac. Merci monsieur.